bon, ça me fait plaisir d'être ici. Merci à Gérard, merci à Naoum. Ça me fait plaisir aussi que Amilcar soit là parce que nous avons eu beaucoup de dialogues précieux. Je vous dirais un petit peu ce terme de précieux. Alors je suis un peu embêté parce que d'une part, Gérard m'a dit tout à l'heure que j'avais l'air fatigué. Depuis qu'il m'a dit que j'avais l'air fatigué, je me suis regardé dans le miroir aux toilettes en me disant je vais pas bien, il faudrait peut-être que j'aille chez le médecin. En même temps, j'ai pas réussi à finir mon kebab, j'avais rien mangé de la journée, et puis c'était tellement piquant que je me suis dit mais comment je vais réussir à vous causer? En plus, je suis super embêté, mais vraiment super embêté parce que il y a 2 ou 3 personnes qui connaissent par cœur ce que j'ai dit sur les paroles précieuses et qui vont s'emmerder pendant 30 minutes, 40 minutes. Il y en a d'autres pas. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais ce soir? Bon, je vais quand même vous raconter un peu, pour commencer, un peu la même salade que ceux qui me connaissent ont déjà entendu. Mais pour vous dire que ça fait effectivement un certain temps que je réfléchissais à cette question de... Naoum précisait l'objectif un petit peu de ces rencontres autour du dialogue qui fait lien. Alors effectivement, qu'est-ce qui fait lien dans un dialogue? Et je dirais que mon approche particulière est liée au fait que depuis au moins 20 ans, mais en réalité je pourrais en ajouter au moins 5, je travaille essentiellement avec des personnes dans la précarité, effectivement souvent des personnes migrantes, ça a été souvent des personnes migrantes, demandeuses d'asile et autres, mais je dirais aussi des autochtones dans la précarité ici et ailleurs. Et évidemment, il y a un petit peu derrière ça l'idée que peut-être le dialogue, ou qu'est-ce qui est thérapeutique dans un dialogue, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, n'est pas forcément la même chose quand on travaille avec des personnes qui sont dans l'exclusion que quand on travaille avec des inclus. Il y a peut-être toute une série de similitudes, mais il y a aussi des différences. Puis bon, j'ai aussi la particularité, bon, c'est vrai que moi, juste dans mon histoire, j'ai connu Gérard et Amilcar parce que c'était mes enseignants à l'époque au centre d'études de la famille, il y a fort longtemps, quoi, vu que c'était, je crois, en 85, 86, quelque chose comme ça nous rajeunit pas. J'ai vu ça dans le miroir d'ailleurs tout à l'heure. Mais c'est vrai que j'aurais beaucoup de peine à... c'est assez terrible, je vous dis vraiment, je vous dis quelque chose de précieux, parce que si vous racontez ça, après, vous verrez la définition, mais si vous racontez ça à tout vent, là j'aurais bonne mine, mais j'ai pris l'habitude de lire finalement très très peu de choses dans mon domaine de compétences, et que depuis ma formation du CEF, mes lectures systémiques sont quand même pas énormes, mais j'aurais même envie de dire que mes lectures dans le domaine de la psy au sens strict sont pas énormes non plus. Elles sont pas énormes parce que bon, j'ai d'abord pas un temps infini, et d'autre part que j'ai préféré aller regarder autour l'anthropologie, la philosophie, des trucs du style, ou les romans, je vais pas en parler maintenant, pour voir qu'est-ce que ça pouvait nous apporter pour comprendre qu'est-ce qui se passait, entre autres dans nos liens avec les patients. Alors c'est vrai que j'ai de la peine à me définir, ou à définir dans quelle catégorie il faudrait classer ce que je vais vous raconter. Mais grosso modo, dans ces lectures anthropologiques, j'avais été donc frappé par toutes les théories sur le don, des anthropologues, depuis Marcel Mauss il y a une centaine d'années, qui disait déjà que le don, avec ces 3 mouvements qui avaient été définis à l'époque par les anthropologues, donner, recevoir et rendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de don sans que ce don soit reçu, parce qu'un don non reçu n'est pas don, et d'autre part, ou en tout cas un don différent, et que d'autre part, le fait qu'il y ait un donateur qui fasse un don à un donataire engendre une forme de loi comme ça, comme quoi en retour le donataire va rendre quelque chose au donateur.
Ça, c'est un petit peu ce que Mauss disait à l'époque, mais surtout l'important, c'est que dans ce mouvement d'aller-retour, c'était l'idée que c'était pour définir qu'est-ce qui faisait lien entre membres d'une communauté, mais aussi entre communautés. On rappelle que les anthropologues étudiaient essentiellement, on pourrait dire, les dons d'objets entre diverses communautés, par exemple en Mélanésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou ailleurs. Eh bien, qu'il fallait qu'il y ait une réciprocité dans ce qui était donné et reçu, et c'est ça qui construisait le lien social. Alors évidemment, quand on pense le dialogue et le lien, ben, ça nous amène à penser qu'effectivement, c'est autour des échanges de paroles, entre autres, que ce lien se fait. Je dis entre autres parce qu'il y a peut-être d'autres échanges qui se font. Et que l'idée m'est venue alors de se dire, ben, on peut peut-être apprendre pas mal de choses de ces théories du don dans la mesure où les paroles, et malheureusement c'est quelque chose qui a été assez peu dit par des auteurs, y compris anthropologues, que la parole est aussi, ou peut aussi être, un don. Peut aussi être conçu comme un don, et qu'effectivement, intuitivement, on le sait tous, on ne raconte pas tout ce qui nous passe par la tête. Et donc, quand on dit quelque chose, c'est souvent quelque chose que l'on donne. Je dis souvent parce qu'évidemment, si quelqu'un est interrogé sous la torture, ce qu'il va dire, c'est évidemment pas un don. Et ça, c'est aussi important de l'avoir en tête. Donc en fait, ce serait ce que, dans ce moment-là, le dialogue, qu'est-ce qui fait lien dans le dialogue thérapeutique? Les paroles, mais les paroles, d'une certaine manière, impliqueraient à ce moment-là, si on pense à cette théorie anthropologique, une forme de réciprocité. Comment concevoir cette réciprocité? Alors d'abord, il y a une chose, mais je sais que vous n'êtes pas des thérapeutes de ce type-là, mais il est évident qu'il n'y a aucune réciprocité au niveau des échanges de paroles. Si vous êtes chez un médecin qui fait son anamnèse et qui vous pose toute une série de questions et que vous répondez, il n'y a pas de réciprocité dans l'échange en termes de dons. Vu que quand on vous pose des questions, je ne sais pas, comme Naoum était pédiatre, je ne sais pas, vous avez vacciné votre môme, si le patient il répond pas, il aura bonne mine, le parent ne répond pas, il aura bonne mine, etc., etc. C'est-à-dire qu'à quelque part, celui qui reçoit la question est à quelque part appelé à répondre de telle manière que ce qu'il dit n'est plus donné. Donc en passant, cette idée de dialogue construit sur une réciprocité qui serait celle qui permet la création d'un lien social implique en tout cas une ou deux choses, c'est que les questions sont malvenues pour créer ce lien. Et puis la deuxième chose, c'est que qu'est-ce que ça signifie le terme réciprocité dans un lien considéré à quelque part comme asymétrique entre un soignant et un soigné, un thérapeute et un patient? Où s'inscrit cette réciprocité? J'ai pas regardé l'heure parce que vu qu'on m'a dit... Alors, je suis vraiment pas... On a commencé à quelle heure en réalité? Moins 20. Ah ouais, j'ai tout le temps. Merci beaucoup. Ah, mais c'est encore mieux, c'est génial. Et puis, c'est là qu'on continuellement de fouiller chez les anthropologues. J'étais tombé sur un auteur Godelier qui parle aussi du don et puis qui distingue la qualité de ce qui est donné, mais là encore une fois, il parle d'objets donnés, peu de paroles, et où il distingue dans les dons d'objets 3 catégories d'objets, qui seraient les objets monnaies, les objets précieux et les objets sacrés. Les objets monnaies étant des objets qui ne valent en fait que par leur valeur nominale,
Ou on pourrait dire pas seulement en termes de ce que ça coûte, mais en général, quand on achète une poire, ça vaut comme poire. C'est-à-dire pour manger cette poire, puis elle a un prix, puis en général, ça n'a pas tellement de signification autre que celle d'être une poire que l'on mange. Il peut y avoir des exceptions. Donc quand on vous donne une poire, ce qu'on vous donne, c'est la poire. Ou on peut avoir un échange de ce qu'il appelle donc des objets précieux. Les objets précieux, c'est des objets qui s'échangent, mais qui ne sont pas seulement, qui ne valent pas seulement pour ce qu'elles sont, mais aussi parce que ces objets portent en eux la valeur accordée au lien par le donateur. C'est-à-dire, en gros, que l'exemple que je donne toujours, si vous recevez comme cadeau quelque chose d'un ami, eh bien, ce cadeau, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un bon chipailleux, mais un cadeau qui est pensé pour penser à vous, en se disant ça va, c'est quelque chose qui va faire plaisir à X, Y ou Z, eh bien, cet objet va en quelque sorte porter la valeur accordée par celui qui donne le cadeau au lien, et celui qui le recevra va toujours associer cet objet chez lui à celui qui lui l'a offert. En conséquence, une des conséquences, c'est que une des propriétés de ces objets précieux, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Donc ces objets précieux, c'est quelque chose qui va être évidemment pas pouvoir être donné à n'importe qui, c'est quelque chose qui va pouvoir être donné à des personnes alliées, des personnes en qui on a confiance, etc. Et puis à côté de ça, je vais faire un peu vite, il signale les objets sacrés qui sont des objets qui en fait restent à l'intérieur de la communauté. Communauté, j'aurais envie de dire, ça peut être le couple, ça peut être la famille, ça peut être la famille élargie, ça peut être un clan, mais ça peut être une secte, ça peut être tout ce qu'on veut, mais qui en fait sont sacrés parce qu'ils représentent le double imaginaire de la communauté considérée, et donc ils n'ont pas le droit de sortir du groupe considéré, ils ne peuvent pas être donnés. Alors à partir de là, j'en étais venu justement à imaginer qu'il existait dans nos échanges de paroles, et pas seulement évidemment en thérapie, des paroles qu'on pourrait définir comme des paroles monnaie, des paroles précieuses et des paroles sacrées. Les paroles monnaie, ça c'est un peu bizarre. Les paroles, non je dis le son. Des paroles monnaie sont des paroles qui, encore une fois, ne veulent dire que ce qu'elles veulent dire, qui ne disent rien de la valeur accordée au lien par les partenaires de l'interaction, et qui sont en quelque sorte des paroles qui pourraient être dites à n'importe qui. Je dirais que, par exemple, si votre médecin vous dit, comme me l'a dit mon X, non, c'est pas mon Xème médecin, parce que j'ai pas été souvent chez un médecin, mais à chaque fois je suis embêté, parce qu'à la deuxième consultation chez le médecin, il me dit cette parole monnaie, mais terrible, il faudrait mieux que vous arrêtiez de fumer. C'est évidemment une parole monnaie, parce qu'il dit ça à tous ses patients qui fument, et c'est pas parce qu'il accorde une valeur particulière au lien avec moi qu'il me dit d'arrêter de fumer. Au contraire, s'il accordait une valeur particulière au lien avec moi, il se dirait, il vaut mieux maintenir le lien plutôt que de lui dire d'arrêter de fumer. Je ne parle pas des psys parce qu'on ne va pas toucher trop les psys. Vous réfléchissez à ce que ça peut vouloir dire des paroles monnaie. Mais par exemple, ce que je raconte ici, je vous raconte ça à vous. Il y a des gens que je connais assez bien, d'autres que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas, il y a peut-être un ennemi, un espion, quelqu'un qui est absolument contre les gens qui travaillent avec les demandeurs d'asile et qui ont envie de l'embêter. Donc j'ai pas a priori, je peux pas absolument a priori faire confiance à tout le monde. Donc théoriquement, je vais pas vous faire part de paroles précieuses, même si les amis de nos amis sont nos amis. Mais enfin bref, il vaut mieux quand même être un peu méfiant.
Donc en principe, ce que je raconte ici, c'est ce que je pourrais raconter à un autre groupe de 25-30 personnes qui se trouveraient là, mais qui auraient d'autres têtes. Et il s'agit en fait de paroles absolument monnées. C'est-à-dire des paroles qui ne portent absolument rien en elles de la valeur du lien que j'aurai avec vous. En tout cas, jusqu'ici. Ah, je vous fais quand même un peu confiance, parce qu'en vous disant qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui serait un espion, etc., je suis en train de vous dire quand même... Si je pensais vraiment qu'il y en aurait un espion, je ne dirais pas ça. Enfin bref, donc ça veut dire quand même que je vous fais un peu confiance, donc il y a quand même quelque chose du précieux. Mais bon, bref. Une parole précieuse, c'est donc une parole dans laquelle, par contre, ce qu'on dit est habité par la valeur accordée au lien avec son interlocuteur. Et ces paroles précieuses, ce sont les paroles en particulier où on se découvre, dont on n'a pas envie qu'elle soit colportée n'importe où. Parce qu'une parole précieuse, en principe, comme elle porte la valeur accordée au lien, le destinataire n'a pas le droit d'en faire n'importe quoi. En principe, il devrait plus ou moins les garder pour lui. Sans qu'il y ait besoin de règles, de secret professionnel ou de confidentialité, c'est comme une règle humaine. Règle humaine où si, en arrivant ici, vous racontez à Tamara, Odoud, parce que vu que je vous ai vu les deux en bas, puis que vous racontez des histoires, en plus, c'est de ces histoires où... Oh, je ne vais rien dire sur les histoires que vous racontez, parce que quand j'ai prêté l'oreille, je me suis dit, mais c'est encore ces femmes qui parlent contre les hommes, et que je viens colporter exactement la teneur de ces propos, mais bon, j'aurais pu les colporter, c'était pas si précieux que ça, je croyais au départ, mais c'était pas le cas. Eh bien, puis que je les colportais à tout vent, ben, vous pourriez plus me faire confiance, et chaque fois que je serais dans les parages, vous fuiriez très vite. Donc ces paroles précieuses où on se découvre, c'est les paroles où on parle de ses souffrances, où on parle de ses impuissances, où on parle de ses incompétences, où on peut parler aussi de ses joies, où on peut parler de ses valeurs, parce que c'est jamais bien de donner ses valeurs, de dire ses valeurs à un ennemi, parce qu'il va les utiliser contre soi, mais où on se découvre. Et alors, les paroles sacrées, par contre, la troisième chose, ce seraient des paroles qui doivent rester à l'intérieur d'un groupe, par exemple à l'intérieur de la famille, qui n'aurait pas le droit de sortir de la famille, soit parce qu'il s'agit d'un secret, soit parce qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas forcément un secret, mais qui est sacré à la famille, qui fait partie, on pourrait dire, qui représente de nouveau l'identité collective de la famille. Alors, bon, à partir de là, ce que j'avais observé, c'est que, enfin, mon idée, c'est cette idée que dans les échanges entre patients et thérapeutes, il y a un déséquilibre total, usuellement, ce n'est pas le cas pour vous, mais usuellement, entre les échanges de paroles monnaie et de paroles précieuses. En disant que les patients, j'aurais envie de dire, plus les patients sont dans la précarité, plus c'est le cas, mais de toute manière, c'est vrai pour tous les patients, ils font en général part de paroles précieuses. De paroles précieuses où effectivement ils se découvrent, ils parlent d'eux, ils parlent de leurs souffrances, etc. etc. Donc ils donnent du précieux à un thérapeute, et en donnant ce précieux au thérapeute, c'est déjà qu'il considère ce thérapeute comme quelqu'un qui est digne de confiance. Sinon, il ne lui parlerait pas. Donc ils nous font déjà vraiment un cadeau de reconnaissance, en plus de ce cadeau de paroles précieuses. Par contre, nos paroles, finalement, elles engagent relativement peu souvent, ou elles portent relativement peu souvent, la valeur que l'on accorde au lien avec cette personne spécifique. C'est finalement assez rare pour certains thérapeutes d'évoquer leurs propres souffrances, leurs propres joies, leurs propres valeurs, etc. à leurs patients, et même des fois on nous apprend que c'est mieux de ne pas le faire.
On a donc un déséquilibre dans l'échange entre thérapeute et patient, où d'un côté, il y a un don de paroles précieuses, et de l'autre côté, c'est un don de paroles monnaie. Mais c'est monnaie contre précieux. Puis comme j'étais un peu tiers-mondiste à l'époque, dans mon jeune âge, maintenant ça n'existe plus le mot tiers-mondiste, et que j'avais été quand même assez touché par tout ce qui était compté autour du rapport entre les anciens pays colonialistes et les pays d'Afrique, entre autres. J'avais lu abondamment certains travaux sur l'agriculture et les rapports au niveau des questions agricoles entre le Nord et le Sud. Eh bien, on parlait à ce moment-là d'inégalité des termes de l'échange. Inégalité des termes de l'échange, c'est exactement ce qui se passe dans cet échange monnaie contre précieux en thérapie, et où finalement, celui qui croit donner de l'aide, aider le thérapeute, est en fait celui qui reçoit le plus, c'est-à-dire des paroles précieuses contre de la monnaie qui en plus se dévalue au cours du temps. Donc, enfin plutôt les choses précieuses par rapport à la monnaie se dévaluent au cours du temps. Donc en gros, en faisant ce lien avec ces théories, on en pourrait dire qu'à quelque part, cet échange monnaie contre précieux ne fait à terme que renforcer le pouvoir du thérapeute vis-à-vis du patient, et c'est pas du tout la réciprocité qui crée le lien et qui crée l'alliance. Cette asymétrie qui s'accroît devient absolument dramatique quand elle est déjà au départ très grande, quand le patient est dans la précarité et l'exclusion. Et c'est pour ça que ces personnes, bien souvent, ne viennent plus nous voir au bout d'un moment parce qu'elles se méfient trop. Donc ma proposition, c'est de proposer une réciprocité dans l'échange de précieux avec nos patients, et donc que nous puissions, à certains moments, il ne s'agit pas évidemment de le faire tout le temps, mais qu'il est extrêmement important pour la création du lien, donc de pouvoir faire part de paroles précieuses à nos patients, pour qu'ils ne soient pas, à quelque part, seuls à le faire, et que ce précieux soit... il peut être de divers types, mais je raconte toujours la même histoire de... je suis désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais la première fois que ça m'était venu, cette histoire, c'est quand je m'étais occupé d'un patient pakistanais à appartenance qui était arrivé aux consultations et qui disait « il y a un médecin qui m'a envoyé chez vous parce que j'ai des douleurs, j'ai mal partout. Je ne sais pas pourquoi il m'a envoyé chez le psy, parce que je ne suis absolument pas fou. Comme je suis poli, je suis allé vous voir. Je suis venu vous voir, mais comme sachez, comme je n'ai pas besoin de psy, c'est le dernier mot que je prononce et je tairai durant le restant de ma consultation. » Et que là, devant ça, je me suis dit, je lui ai dit, écoutez, on est un peu embêté, parce que j'avais prévu 1 heure, alors je pourrais vous dire de partir, parce que je vous comprends très bien, parce que vous n'êtes effectivement pas fou, ça, je suis convaincu. Sinon, on peut prendre l'heure, puis c'est moi qui me mets à vous causer. Et puis, cette personne, elle s'était visiblement sentie, à quelque part, humiliée par ce généraliste. Elle ne s'était pas sentie écoutée dans la réalité de sa souffrance. Et donc, je ne faisais pas confiance. Alors, je raconte un tas d'histoires à ce patient. Il n'y avait rien qui passait. Enfin, je veux dire que je ne suscitais pas de résonance. L'idée était quand même que j'arrive à créer un lien avec mes propres paroles. Jusqu'à ce que je me sois mis à lui raconter une histoire où, du médecin que j'avais le plus détesté dans ma vie. Ce médecin que j'avais le plus détesté dans ma vie, qui était donc mon pédiatre, ma pédiatre, quand j'étais enfant, et parce que j'avais eu un accident de voiture, je m'étais retrouvé dans le coma, on m'a refilé des antiépileptiques pendant des années sans que j'y comprenne quoi que ce soit ou pourquoi du comment. Et à chaque fois qu'on allait avec ma maman chez la pédiatre disait « Alors madame », en s'adressant à ma mère, « comment est-ce que va Jean-Claude ?» Ma mère « Ah, il continue de piquer des crises. Ah, très bien, on va lui prescrire encore 3 mois de carbamazépine ou de phénitoïne, ça a changé au cours du temps. Et puis...
Et puis bon, je trouvais absolument insupportable, et de plus en plus insupportable, d'autant plus que moi je trouvais que j'avais de bonnes raisons de piquer des crises à la maison, parce que l'ambiance était absolument imbuvable, et que je trouvais absolument incroyable que cette pédiatre ne m'ait jamais demandé à moi pourquoi j'étais comme ça. Alors je raconte cette histoire à mon Pakistanais, alors que j'avais jamais raconté cette histoire comme ça en public, et puis bon, je lui raconte ensuite que finalement, on trouvait ça tellement insupportable, surtout le jour où la pédiatre m'a dit qu'il faudrait que je prenne ces médicaments toute ma vie, parce que j'étais vraiment gravement atteint, eh bien, je me suis dit, bon, je vais arrêter de les prendre. Et puis qu'un jour sur 7, je les crachais dans les toilettes, 2 sur 7, 3 sur 7, jusqu'à ce que j'en prenne plus. Puis au bout de 6 mois, comme je me portais tout aussi bien qu'avant, ben, j'étais avec joie avec ma mère chez la pédiatre, puis je leur ai annoncé le scoop. Ça fait 6 mois que je ne prends plus ça, et c'est la dernière fois que je viens vous voir. Et je raconte ça à ce Pakistanais qui trouve ça, qui à ce moment-là, il a ses yeux qui brillent, puis qui me dit « Ah, mais c'est vraiment intéressant ce que vous disiez, l'heure était passée, je viens volontiers vous revoir une prochaine fois. » Donc, en quoi, à quelque part, le vécu d'une injustice, on peut dire comme ça, qui entre en résonance avec le vécu de l'injustice du patient, peut créer le lien, donc échange de précieux. Alors maintenant, on pourrait aller plus loin. Il y a un tas de choses, parce que dans mes réflexions actuelles, donc outre cette proposition de transformer quelque chose pour favoriser une plus grande réciprocité dans l'échange autour du précieux, autour des paroles précieuses, c'est vrai que ça serait intéressant, c'est aussi intéressant de réfléchir à la qualité des silences. Alors, je n'en ai pas autant réfléchi qu'à la qualité des paroles. À quel moment est-ce qu'on... Par exemple, un silence, est-ce que ça peut être à certains moments le fait de refuser qu'on se fasse extorquer des paroles? Si votre conjoint ou votre conjointe ce soir vous accueille en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Mais tu as fait long, ça durait jusqu'à quelle heure chez Salem? Parler se taire et puis en plus, tu ne m'as pas téléphoné pendant la journée, etc., etc. » Ben, évidemment, vous êtes dans une situation où vous n'aurez surtout pas envie, à quelque part, de répondre, parce que ce serait à ce moment-là, à l'évidence, plus des paroles données. Et si vous ne répondez pas, qu'il y a un silence, ce silence, c'est évidemment pas un don, c'est un silence par opposition. Mais on pourrait imaginer qu'il y ait des silences qui soient donnés. Des silences qui sont donnés, peut-être moi, je vous donne juste 1 ou 2 exemples. Il est évident que dans la vie de tous les jours, des fois quand un couple se prend dans les bras, une des choses qui se donne, c'est pendant certains moments où ils se prennent dans les bras, c'est le silence. Ça peut être un don de silence aussi. Si vous êtes face à des personnes traumatisées par des choses terrifiantes, entre autres, moi j'ai beaucoup travaillé avec des personnes qui ont vécu la guerre, la torture, etc. Et puis que face à des paroles qui vous sont dites et qui décrivent l'inénarrable, et que d'une façon ou d'une autre, vous répondez par un silence, eh bien, ce silence peut être aussi un don, qui est le don de constater qu'effectivement, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de réponse aux paroles qui vous sont dites. La seule réponse que j'avais eue une fois avec un enfant dont l'histoire avait été terrifiante, c'était d'aller vomir aux toilettes. C'est vraiment vachement bien comme pédopsychiatre. N'empêche que ça a été super utile. Parce que donc c'est un enfant qui avait été brûlé alors qu'il avait plongé dans le feu pour sauver sa mère, qui avait été elle-même brûlée vive par les ennemis en Angola. Eh bien, évidemment, quand on est dans une situation comme ça, j'ai réalisé après que ça avait permis de faire le lien, parce qu'en fait, j'avais à quelque part donné un silence, alors qu'il avait été ponctué d'un vomissement, etc. Mais c'était quand même donner quelque chose. Donc ça vaudrait la peine aussi, au-delà des silences qui sont donnés et de ceux qui sont plutôt une forme d'opposition, de pouvoir aussi imaginer des silences qui auraient une valeur de monnaie, de précieux, de sacré. Ça veut dire que le temps est fini, bien. Ah non, non, je pense que c'est intéressant
parce qu'effectivement, penser en termes d'échange de paroles, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler aussi en termes d'échange de silence. Maintenant, je dirais que tout dépend de ce qui accompagne le silence. Parce qu'évidemment, s'il n'y a rien, si l'autre fait mur, etc., j'ai de la peine à voir ce qui est donné. Par contre, on peut avoir des silences qui sont échangés, alors qu'il y a des mimiques qui sont échangées, des émotions qui sont échangées. Et c'est vrai que quand j'entends quelqu'un me parler d'une chose inénarrable, il y a immanquablement des émotions qui dessinent mon visage. Et ces émotions qui dessinent mon visage et que je laisserai aller sont aussi une forme de don précieux que je fais à un patient qui a vécu l'inénarrable. On peut aussi, ça peut aussi s'accompagner de gestes, ça peut accompagner de toute une série de choses. Donc, de penser à la valeur du silence pourrait nous obliger à penser qu'est-ce qu'on échange d'autre et qui fait dialogue, mais qu'on échange d'autre avec quand même le sentiment quelque chose de précieux, c'est toujours quelque chose de se découvrir, c'est-à-dire d'accepter de montrer ses émotions, d'accepter, je sais pas, de pleurer à une séance, pourquoi pas, parce que ça nous rend triste, ou pour d'autres raisons, mais simplement d'oser nous montrer tel que l'on est. Donc particulièrement important une fois qu'il y a une asymétrie sociale entre thérapeute et patient. Et puis ça pourrait aussi être intéressant de réfléchir à ça dans ce qui se passe, mais j'ai pas assez réfléchi, mais dans les échanges avec un bébé par exemple, donc pour voir les échanges entre parents et bébés, entre un thérapeute et une famille où il y a un bébé. Il est évident que le bébé, il parle pas, mais il transmet aussi à certains moments, il fait aussi à certains moments des dons précieux aux personnes en qui il fait confiance. Il ne va pas pleurer la même chose avec sa mère, avec sa grand-mère, avec la personne de la crèche ou avec un étranger. Il y a, et de penser aussi que dans ces échanges de précieux, ce qui est offert par la mère en termes de sourire, d'expression émotionnelle, etc., il y a quelque chose qui peut être de la monnaie, quelque chose qui peut être de l'ordre du précieux, et de réfléchir comment se passe en fait l'attachement en lien avec ces échanges de précieux, c'est aussi une ouverture qui pourrait être intéressante, qui m'a été, l'occasion m'a été donné parce qu'il y a par hasard un monsieur qui travaille avec en fait avec Brazelton, qui vit toujours à Harvard et qui est tombé sur mon livre, pas sa femme est francophone, et avec qui il s'est mis à... Moi j'avais jamais eu cette idée des échanges avec les bébés en termes de monnaie précieux et sacré, et avec lesquels on réfléchit un petit peu là autour. Mais, alors la dernière chose que je vais vous dire pour aller, parce que il faudra bien que je termine, et je suis désolé parce que c'est finalement assez compliqué cette histoire, si on voulait aller au fond, il faudrait que je donne plus de détails, mais une autre réflexion, c'est... En fait, ça m'est venu parce que... non, je ne vais pas raconter comment ça m'est venu parce que j'aurais vraiment pas le temps de terminer. Mais en gros, je me suis un peu intéressé ces derniers temps à certains écrits d'historiens sur les méthodologies en histoire et entre autres aussi sur les transformations des manières de faire l'histoire. Et c'est hyper intéressant par exemple parce que évidemment il y a, juste pour donner... Dans l'entre-deux-guerres en 1839, l'école qui a été très forte en France et qui a continué par la suite, c'est l'école des Annales, qui a beaucoup réfléchi sur la longue durée ou les respirations de l'histoire en sortant de l'événementiel, mais en réfléchissant en termes de longue durée. Et puis, progressivement, à partir de 1945, les Annales étaient toujours présentes, mais en même temps, s'est mis en valeur quelque chose qui avait aussi germé un tout petit peu avant, mais
l'histoire du présent qui était évidemment en partie liée et qui a pris un peu son avènement fort à cause des tragédies de la Seconde Guerre mondiale, donc avec des traumatismes, avec donc des choses qui concernaient des psys, on pourrait dire, et qui aurait tendance à céder plus le temps avance avec ce qu'on peut appeler le présentisme, c'est-à-dire à une histoire qui s'attache à l'actualité, au moment présent immédiat et qui oublie la longue durée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une homologie totale entre ça et ce qu'on peut voir, par exemple, dans un certain nombre de vogues en thérapie, et que ce soit par rapport à tout, et on peut se dire que ce passage de la longue durée au présentisme, on le retrouve aussi en psychothérapie comme on le retrouve en histoire, d'une façon ou d'une autre. Alors on pourrait développer. Mais l'histoire qui est intéressante, à partir de là, je me suis mis à réfléchir sur... Enfin, j'étais quand même toujours frappé du fait qu'en étant avec les patients, que souvent les patients, alors en même temps ce qu'ils nous disent c'est du précieux, le précieux on doit construire le lien, le précieux ne serait pas censé sortir de l'espace thérapeutique, et en même temps, beaucoup de patients que j'ai eus, qui justement des précarités, etc., étaient plutôt dans l'idée de comment est-ce qu'on pourrait faire sortir un certain nombre de choses qui se disent dans la thérapie du cabinet de consultation. Comment on pourrait faire sortir des choses au niveau, par exemple, des paroles échangées autour de ce qui n'est pas connu à l'extérieur, autour d'injustices vécues, de silence sur un certain nombre de traumatismes collectifs qui ont existé, etc. Combien j'ai vu de patients que je vois refusés par l'AI, pour prendre un exemple banal, qui aimeraient bien que quelque chose de nos échanges sorte auprès du grand public d'une certaine façon pour pouvoir dire ou fonder quelque chose qu'ils vivent comme une injustice, et qu'à partir de là, la question des paroles au silence pourrait se déplacer et pourrait se dire qu'est-ce qui pourrait se dire. On a l'habitude de penser que l'important c'est se taire par rapport à ce qui se passe dans la thérapie. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'entre collègues on se parle. Mais qu'est-ce qui pourrait être dit à l'extérieur de la scène thérapeutique pour le bien à quelque part du patient? Alors pourquoi pour le bien à quelque part du patient? Parce que évidemment, des personnes qui ont à quelque part vécu l'inénarrable, qui souffrent que cet inénarrable ne soit pas reconnu à l'extérieur. Je vois Naoum, il vient du Pérou, même juste au sud, au Chili, en Argentine, en particulier au Chili. On peut dire que la reconnaissance des crimes de Pinochet, des conséquences que ça a eu lieu, elle n'est absolument pas encore pleine. C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, il y a énormément d'espoir avec la nouvelle victoire aux élections de Mme Bachelet de pouvoir qu'il y ait quelque chose qui puisse se créer autour de cette reconnaissance. Donc ça signifie 42 ans après. Et donc, qu'il y aurait se dire, en pouvant sortir quelque chose de ce qui s'y passe, c'est-à-dire à quelque part d'agir sur l'histoire, faire que le public reste moins silencieux, reste moins ignorant de certaines réalités, ça pourrait à quelque part contribuer à quelque chose une aide thérapeutique pour le patient. Alors, là-dessus, on pourrait encore discuter longtemps, mais moi je suis assez convaincu, en plus, que les thérapeutes, ils pourraient, ou ceux qui se co-construisent dans un échange de paroles précieuses entre patients et thérapeutes, permet, lorsqu'on traite des patients qui ont été victimes de tragédies de l'histoire, apporte un éclairage sur ces histoires différent, sur ces moments historiques, différent de ce que les historiens découvrent avec leur méthode. Je prends juste un exemple. J'ai travaillé avec des Bosniaques depuis très longtemps,
vu qu'on avait commencé à travailler à Appartenance il y a 20 ans au moment de la déclaration, la guerre, que la guerre soit déclenchée. Le génocide de Srebrenica, c'est 95. Vous savez qu'au moment, peut-être au moment du génocide de Srebrenica, la plupart des hommes ont été massacrés, mais qu'un certain nombre des hommes sont partis à travers la forêt, depuis Srebrenica jusqu'à Tuzla, sur une distance que j'arrive pas, je ne me rappelle plus, mais qui est quand même très longue, et dans laquelle ils ont été sans cesse attaqués par l'armée serbe, en passant par des sentiers. Il y en a une grande partie qui ont été assassinés, il y en a aussi plusieurs milliers qui sont arrivés à Tuzla, dont un certain nombre se sont réfugiés. Ce qui est absolument intéressant, c'est que je continue de voir des Bosniens qui, depuis 2-3 mois, étonnamment, il y a une narration différente de cette fuite à travers la forêt. C'est-à-dire quelque chose qui avait été dit au début, des fois, que je commençais à travailler avec ces patients, ensuite qui a été tu. Je ne veux pas dire que je vois mes patients pendant 20 ans, hein, c'est pas de ça dont je parle, mais je dirais en lien avec l'époque, le discours s'est modifié. Et ça serait intéressant de se dire, mais en fait, cette modification du discours, elle est en train de nous dire quelque chose sur, d'une part, le vécu de l'époque, que l'historien ne peut peut-être pas arriver à fixer en interrogeant des témoins à un certain moment X de l'histoire, et que donc ça pourrait apporter un enrichissement. Mais on pourrait aussi se dire que d'une certaine façon, c'est pas par hasard que ce soit aujourd'hui. Alors je le lirai avec à la fois l'évolution de deuil collectif, pour reprendre une autre théorie que je développe, mais aussi par rapport à des événements en Bosnie. Vous avez peut-être vu que pour la première fois depuis 20 ans, il y a eu des manifestations de la population de Bosnie dans la plupart des villes de Bosnie en février, contre la corruption des dirigeants, et que c'est comme si l'histoire, à quelque part, se remettait en mouvement. Donc, l'idée de tout ça, c'est qu'il y aurait un bénéfice, alors, à mon sens, une collaboration, une forme de co-création entre les témoins, c'est-à-dire les patients, ce que j'appellerais les témoins des témoins, que sont d'un côté les thérapeutes et de l'autre côté les historiens. Et que ça permettrait, à mon sens, d'avoir aussi un effet thérapeutique sur nos patients, mais ça irait plus loin, parce qu'ensemble, nous serions à quelque part co-acteurs dans l'histoire, ce que je trouve absolument pas anodin. Mais alors, qu'est-ce qu'on livrerait, je conclurai là-dessus, dans un dialogue avec l'extérieur? Évidemment, il ne s'agirait pas de dire ce que le patient nous raconte comme ça, mais il s'agirait plutôt, à mon sens, de transmettre ce qui, on pourrait dire, de cette co-création dans la réciprocité de nos paroles, et comment aussi rendre cette co-création. Ben moi, il y a quelque chose que je fais avec mes patients assez fréquemment, surtout avec ces patients avec lesquels on a l'impression que ça avance pas. Et c'est vrai qu'avec les familles de Bosnie, pendant fort longtemps, on avait l'impression que ça avançait pas. J'ai eu souvent l'impression d'être assez nul à certains moments, avec une impuissance qui se reproduisait, un sentiment d'impuissance qui se reproduisait. Ben, périodiquement, ce que je faisais, c'est que je proposais qu'on fasse un récit partagé sur le temps qu'on avait passé ensemble. Et où je communiquais à quel moment je m'étais senti impuissant, à quel moment j'avais un espèce de soulagement en ayant l'impression que quelque chose se passait, à quel moment j'avais envie j'étais dans un sentiment de gratitude par rapport aux paroles précieuses reçues. Et puis que nous construisions comme ça une histoire de la thérapie qui redonnait mouvement au temps, alors qu'on était dans des survivants pour qui, à quelque part, l'histoire était immobile. Et je pense que c'est justement cette narration qui a elle-même une dimension historique, qui est donc une narration co-créée entre thérapeute et patient, qui pourrait à certains moments être offerte à l'extérieur, à la fois pour le bien du patient, pour le bien de la société et pour le nôtre aussi. Mais c'est une idée qui date d'il y a peu de temps, parce que j'étais censé écrire un article là-dessus que j'ai
je devais finir aujourd'hui et que je n'ai pas fini. Alors je suis en train de m'encourager pour la nuit. Alors voilà, je vais m'arrêter là dans mes élucubrations. Voilà.